alimente et renforce sa conviction. Il voit en Linz le nouveau centre mondial de la culture. Des plans colossaux sont dressés. Hitler dessine croquis sur croquis. Le docteur Hans Posse, directeur de la galerie de Dresde, se voit confier une mission secrète, amasser une collection d'œuvres d'art pour Linz. Son premier acte consiste à confisquer les collections des Juifs de Vienne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. 9 jours auparavant, l'Allemagne a signé un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. 2 semaines après le début de la guerre, Hitler visite la Pologne vaincue. Quelques semaines plus tard, Hitler ordonne le début du programme d'euthanasie. L'Allemagne doit être purgée de spécimens humains ratés. Karl Brandt et son second, Philippe Bouhler, sont chargés de choisir les médecins affectés à ce programme. L'ordre est écrit sur le papier personnel d'Hitler et antidaté du jour du début de la guerre. Cette tactique révèle des doutes de la part d'Hitler. Déjà dans le cas de l'enfant Knauer, il avait ordonné que son rôle fût gardé secret. Il espère maintenant que ce programme sera mieux accepté s'il est lié à l'offensive de la guerre. Le meurtre des inférieurs apparaîtrait alors comme une mesure de mobilisation civique. L'ambition de la psychiatrie allemande, vouloir préserver le corps sain du peuple, débouche très vite sur le meurtre comme principale forme de thérapie. Le futur laboratoire de cette forme de thérapie, le champ d'expérimentation de l'extermination de masse, est déjà entre les mains des Allemands. La Pologne qui a été écrasée en moins d'1 mois. Après des tests intensifs à la prison de Brandebourg, Hitler, sur les conseils du docteur SS Werner Heider, recommande l'usage d'un gaz mortel, le carbone monoxyde. Un bureau du programme est ouvert à Berlin, au 4 Tiergartenstrasse, donnant à cette organisation son nom de code T4. Un système de questionnaires et de rapports médicaux est mis sur pied. Les formulaires sont distribués dans les hôpitaux et les asiles. Pour chaque être humain doivent être collationnés les détails concernant la pathologie, la capacité du travail, la race, la religion et le dossier judiciaire. Un espace est réservé à la décision du médecin. Un signe moins en bleu signifie le droit de vivre. Un signe plus en rouge signifie la mort. Dès le début, les Juifs ont un statut spécial. Pour eux, le simple diagnostic de Juif est suffisant. Plus tard, les êtres humains sélectionnés sont rassemblés. Du personnel SS en blouse blanche s'occupe du transport. Les fenêtres des bus sont peintes de manière que l'on ne puisse voir à l'intérieur. Ils sont ensuite acheminés vers les bâtiments de l'exécution. Pendant ce temps, leurs familles reçoivent 3 lettres. La première indique que le malade a été déplacé à cause de la guerre. La seconde, qu'il ou elle est bien arrivé à sa nouvelle destination. Un médecin signé avec une fausse signature. La dernière lettre, préparée par un département spécial, est une lettre de condoléances faisant état d'une cause fictive de mort. Là encore, la signature est fausse. Dans les bâtiments, les victimes sont rassemblées en petits groupes et les cadavres sont brûlés dans le crématorium. Avec le programme T4,
la vision médicale du monde des nazis a trouvé les moyens d'être mise en pratique. Que les docteurs du programme T4 falsifient les signatures et se comportent comme des criminels ne veut pas dire qu'ils aient des doutes sur leurs convictions. Non, ils pensent seulement que le peuple allemand n'est pas prêt à comprendre le sens de leur action. Les meurtres auraient pu être perpétrés par n'importe quel boucher, mais la légitimité médicale exige que ce soit un médecin qui ouvre les chambres à gaz. Aussi grande que l'énergie mise à éliminer les vies inutiles est celle qui est vouée à préserver le précieux sang arien. La science médicale allemande est parmi les meilleures du monde, avec des méthodes hypermodernes de traitement dans bien des domaines. Combattons le cancer. Faites confiance à votre médecin. Découvert à temps, soigné à temps, le cancer peut être guéri. Ce double rôle, le médecin qui soigne d'une main et tue de l'autre, commence à semer des craintes dans le peuple allemand. L'ennemi envisageant d'étendre la guerre à la Belgique et à la Hollande, avec la menace que cela fait peser sur la Ruhr, à l'aube du 10 mai, les armées allemandes attaquent sur un large front à l'ouest. Avec les assauts en Hollande et en Belgique, l'offensive à l'ouest commence. À la mi-juin 1940, Hitler est à son zénith militaire. La France est vaincue. Dans le petit matin gris du 23 juin, un condor se pose au Bourget. Hitler vient effectuer une promenade. Il arrive avec un groupe d'artistes pour visiter Paris, vaincu. Il est 6 heures du matin. Pour la première fois de sa vie, Hitler visite la capitale française. À ses côtés, le sculpteur Arno Breker et les architectes Albert Speer et Hermann Gissler. Leur première visite est pour l'opéra. Expert en opéra, Hitler conduit la visite. Dans toute l'Europe, il n'y a aucun théâtre connu dont il n'ait étudié scrupuleusement les plans. Il a sérieusement étudié les plans de l'Opéra de Paris. Il connaît si bien les plans qu'il déclare qu'une antichambre est manquante. En fait, cette pièce a été éliminée au cours d'une rénovation. La visite se poursuit à toute allure dans un Paris encore endormi. La Madeleine. Les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe. Le Trocadéro. La Tour Eiffel. J'ai rêvé toute ma vie de voir Paris, déclare Hitler à son retour à l'aéroport
3 heures plus tard. Il déclare à Speer, « Comme Paris est beau, je me suis souvent demandé si je devais le détruire. Mais quand nous en aurons fini avec le nouveau Berlin, Paris ne sera plus qu'une ombre. Pourquoi alors vouloir le détruire? C'est désormais à Speer de dépasser Paris. » Les plans de la future capitale de l'Empire sont maintenant terminés. Dans une galerie adjacente à la chancellerie, Hitler a fait construire une maquette géante. Voici l'arc de triomphe d'Hitler, 2 fois plus grand que celui de Paris. Speer l'a dessiné d'après un croquis de Hitler remontant à 1925. Voici le palais du Führer, bâtiment monstrueux qui doit devenir sa nouvelle résidence. Voici enfin le grand hall, joyau du nouveau Berlin, basé lui aussi sur des croquis de Hitler datant de 1925. Speer doit donner vie au rêve. Ce dôme doit être le plus grand du monde, permettant de contenir 180 000 personnes. Ses dimensions sont invraisemblables. 17 fois la taille de Saint-Pierre de Rome. Pour le hall d'entrée, Hitler suggère une statue colossale de lui-même. Une ouverture dans le toit doit permettre à la lumière du paradis d'entrer. La guerre étant gagnée, la nouvelle capitale doit être prête au plus tard en 1950. La grande exposition d'art allemand de 1940. Dans la maison de l'art allemand, 751 artistes exposent 1397 peintures et sculptures. Hitler achète 202 toiles et sculptures. La construction de Linz, métropolis culturelle du futur, est en route. Le pont des Nibelungen, pratiquement terminé, doit préfigurer l'image de la nouvelle société. De temps à autre, Hitler effectue une visite inopinée à sa ville natale. La guerre a ouvert de nouvelles possibilités pour le projet de Linz. Par l'occupation, l'Allemagne s'est ouvert les portes des trésors de l'Europe que les hommes d'Hitler parcourent en tous sens, ramenant en Allemagne les œuvres achetées ou confisquées. Léonard de Vinci, Rembrandt, Jacob Jordaens. À partir de catalogues, Hitler choisit les œuvres d'art qu'il fait transporter en Allemagne. Les troupes allemandes sont à Athènes. Le 6 avril 1941, l'Allemagne attaque la Yougoslavie et la Grèce. Le 27 avril, l'armée allemande marche sur la capitale grecque.
Pour Hitler, cette conquête n'en est pas une parmi d'autres. Lorsque les troupes approchent d'Athènes, il interdit tout bombardement. Il fait part de ses sentiments à Goebbels. Son cœur appartient à l'Antiquité. Rome et Athènes sont pour lui la Mecque. L'esprit d'Hitler est fixé sur l'Antiquité. De toutes les époques de l'histoire, seule l'Antiquité suscite son admiration sans réserve. Il y voit un modèle de la société qu'il veut bâtir. Si l'on nous demande qui sont nos ancêtres, nous devons répondre les Grecs, affirme Hitler. Il décrit Sparte comme étant l'état racialement le plus pur de l'histoire et la Rome antique comme la plus puissante république qui ait jamais existé. Athènes, Sparte, Rome, si nous pouvons créer la synthèse des trois, notre État ne périra jamais. Le long d'un front de 2500 km se déroule le plus grand déploiement de force jamais vu dans l'histoire. Les meilleurs soldats du monde sont mobilisés pour protéger la culture de la barbarie. Le 22 juin, Hitler attaque l'Union soviétique. N'ayant pu écraser l'Angleterre, il engage l'Allemagne dans une guerre à deux fronts. Quelques semaines plus tard, Hitler inspecte les territoires soviétiques occupés. En dessous de nous, Minsk, où a eu lieu une des batailles les plus gigantesques de l'histoire. Rien qu'ici, près de 350 000 prisonniers sont tombés entre nos mains. La population juive est rassemblée dans des camps. Elle est composée de ce type de juifs de l'Est qui, après la Première Guerre mondiale, ont infecté les métropoles européennes, parasitant leurs hôtes et menaçant des cultures vieilles de 1000 ans. Je me sens comme le Robert Koch de la politique, déclare Hitler. Il a découvert un microbe et ouvert de nouvelles possibilités à la médecine. Moi, j'ai mis en évidence le juif comme étant le microbe qui subvertit la société. La grande exposition d'art allemand de juillet 1941. Pour la première fois, Hitler n'a pas le temps d'assister au vernissage. Il a auparavant acheté 121 toiles. L'offensive contre l'URSS inspire à Hitler une nouvelle initiative artistique, une organisation pour l'art de guerre. Les artistes décriront de première main l'offensive à l'Est, sur le front même. Louis-Paul Adam, peintre et chef du projet, précise ses intentions. Non seulement nous peindrons le côté horrible de la guerre, mais également les moments fraternels et poétiques que nous rendrons accessibles au peuple allemand. Tandis que les troupes allemandes avancent dans les vastes étendues soviétiques, le plus grand atelier de sculpture allemand est en proie à une intense activité. Josef Thorak travaille à une sculpture monumentale destinée au rassemblement du parti nazi à Nuremberg. Il est prévu de bâtir un espace de plus de 16 km²
un paysage idéologique fait de chênes, de travertins et de granit. Pour les rassemblements annuels du parti, des arènes pouvant contenir des millions de personnes. À l'occasion de leur projet de construction d'un terrain d'atterrissage pour Zeppelin, Hitler et Speer développent leur principe des ruines, selon lequel les bâtiments importants doivent être construits de telle sorte que dans le futur, ils créent en se détruisant des ruines esthétiques. Les méthodes et les matériaux de construction sont choisis en rapport. Speer fait des croquis montrant les bâtiments en ruine, envahis par le lierre. La tribune du terrain pour le Zeppelin, d'une longueur de 360 mètres, est inspirée par l'architecture de Pergame. Le centre des congrès est, lui, inspiré du Colisée de Rome. Le terrain principal est prévu pour accueillir 500 000 spectateurs et permettre à l'armée d'y faire ses exhibitions. L'installation de la statue colossale de Joseph Torak est prévue au-dessus de la tribune officielle. Le long d'une avenue de granit de 90 mètres de large, des colonnes pourront parader, comprenant jusqu'à 60 hommes de front. Les excavations vont bon train sur l'emplacement de ce qui sera le stade d'une capacité de 400 000 spectateurs, le plus grand stade de toute l'histoire. Bien avant qu'il ne prenne le pouvoir, Hitler avait envisagé de faire de cet endroit un emplacement historique. Dès 1930, au cours d'une visite, il avait déclaré cérémonieusement: « Si ici même, dans un futur lointain, des archéologues creusent la terre et brisent le granit, ils contempleront, tête nue, la révélation glorieuse d'une idée qui ébranla le monde. »